Quand tu penses aux plus grandes légendes du foot, quels noms te viennent en tête? Sûrement Messi, Ronaldo, Maradona, Zidane. Je sais, ils sont tous impressionnants et impossibles à oublier quand on parle des meilleurs de l'histoire. Mais laisse-moi te dire un truc, l'un des plus grands de tous les temps, c'était peut-être le plus discret de tous. Un joueur qui ne cherchait pas les gros titres, qui ne courait pas après les caméras, il jouait, il gagnait et il rentrait chez lui tout simplement et tranquillement. C'était un gamin venu d'un petit village en Espagne. À la Masia, il pleurait tous les soirs tellement sa famille lui manquait. Et même à son prime, alors qu'il avait tout gagné, il a connu la dépression seul, sans en parler à personne. En 2008, il a aidé l'Espagne à enfin casser la malédiction. En 2009, il a mis un but à la 93e minute contre Chelsea que personne n'oubliera. Et en 2010, à Johannesburg, il a offert à son pays sa première Coupe du Monde avant de soulever son maillot pour rendre hommage à son ami disparu. Alors dans les prochaines minutes, on va revivre ensemble l'histoire de cette légende qui parlait avec ses passes plutôt qu'avec ses mots. Voici l'histoire d'Andrés Iniesta, le génie silencieux qui a prouvé au monde qu'on n'a pas besoin de crier pour être inoubliable. Avant de devenir le génie silencieux de l'Espagne, Andrés Iniesta était juste un petit garçon d'un village perdu, entouré de vignes et de poussière, où le foot servait surtout à s'évader, pas à rêver de gloire. Là-bas, il n'y avait même pas de vrai terrain. À Albacete, la ville la plus proche, on dit souvent « Tu viens, tu fais ce que t'as à faire et tu repars ». Mais Iniesta ne venait même pas de là, il venait de Fuente Albia, un village 100 fois plus petit. Son père, José Antonio, avait lui aussi rêvé d'être footballeur. Mais il n'avait jamais dépassé la 3e division espagnole. Cet échec l'avait tellement marqué qu'il s'était juré que son fils, lui, ne connaîtrait pas ce même regret. Alors quand il a vu Andrés jouer pieds nus sur les routes en terre, dribblant des gamins 2 fois plus grands que lui, il s'est fait une promesse. S'il a vraiment quelque chose, je l'aiderai jusqu'au bout. Il a fouillé dans son vieux carnet d'adresses, appelé tous ceux qu'il connaissait, et c'est comme ça qu'il a eu Pedro Camacho au bout du fil, le frère de la légende du Real Madrid, José Antonio Camacho. Grâce à cet appel, Andrés a eu son premier essai à Albacete. Quand il est arrivé, il y avait 200 gamins qui se battaient pour quelques places. 5 minutes plus tard, les entraîneurs ont arrêté la séance. Ils ont dit aux autres de rentrer chez eux. Parce que si personne ne peut prendre le ballon à ce petit, ça ne sert à rien de continuer. À partir de ce jour-là, il n'a plus jamais regardé en arrière. Sa famille était modeste, mais déterminée. Ses parents se relayaient pour le conduire 40 km jusqu'à l'entraînement, 3 fois par semaine. Chaque trajet était un sacrifice. Le carburant, le temps, la fatigue. Mais ils y croyaient. Ils savaient qu'il avait quelque chose. Et quand Iniesta a eu 12 ans, le destin a frappé pour la première fois. Albacete est parti à Madrid pour un tournoi de jeunes, le plus important du pays. Personne n'attendait grand-chose d'un gamin d'un petit village. Et pourtant, Iniesta a porté son équipe jusqu'en demi-finale, en battant le Real Madrid au passage. Il a été élu meilleur joueur du tournoi et son prix, c'était une excursion gratuite dans un parc d'attractions à Barcelone. Ce petit cadeau allait changer le football pour toujours. Parce qu'à Barcelone, des recruteurs de la Masia lui ont proposé de venir faire un essai. Ça paraissait être un rêve, sauf qu'il y avait un problème. Andrés était un vrai fan du Real Madrid. Il l'a même dit plus tard, « J'ai toujours été madridista ». Et avec la famille Camacho impliquée, tout le monde pensait qu'il finirait au Real. Mais les recruteurs madrilènes ont hésité. Trop petits ont-ils dit, qu'il devait encore grandir un peu. Barcelone, eux, n'ont pas hésité. Ils ont vu le génie et ont foncé. À seulement 12 ans, Iniesta a rejoint la Masia. L'un des plus jeunes a quitté sa famille pour poursuivre son rêve à Barcelone. Mais le rêve s'est vite transformé en cauchemar. Il était minuscule, perdu et terriblement nostalgique. Il pleurait chaque soir, appelé depuis le téléphone du dortoir « Papa, je ne peux pas rester ici ». Et son père, la voix tremblante, lui répondait toujours la même chose. « Tiens bon Andrés, un jour, toute cette douleur aura un sens ». À la Masia, il n'était ni le plus rapide, ni le plus fort, ni le plus bavard. Mais quand le ballon touchait ses pieds, le reste du monde disparaissait. Il bougeait comme de l'eau, fluide, calme, inévitable. Un entraîneur a dit un jour, quand Andrés joue, le ballon se repose. En dehors du terrain, il parlait peu. Sur le terrain, tout s'exprimait pour lui. Mais la solitude ne le quittait pas. Il restait ce gamin timide, venu de nulle part, essayant de trouver sa place. Ce que personne ne savait alors, pas même lui, c'est que chaque larme, chaque appel à son père, chaque nuit passée à vouloir rentrer, était en train de le forger. Parce que le garçon qui rêvait de rentrer chez lui était déjà en train de marcher vers la légende. La Masia n'est pas une simple académie de football, c'est un monastère de discipline. Et Andrés Iniesta en était le moine le plus discret. À 13 ans, c'était un petit garçon frêle, au teint pâle, qui ressemblait plus à un élève studieux qu'à un futur champion. Mais chaque fois qu'il touchait le ballon, les entraîneurs s'arrêtaient. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une sérénité qu'on ne voyait pas chez un enfant. Il ne courait pas plus vite que les autres, il pensait plus vite.
Il ne réclamait pas le ballon, c'est le ballon qui venait à lui. À 15 ans, il était devenu le prodige silencieux de la Masia, celui qui rendait nerveux même les plus anciens. On ne pouvait pas lui prendre le ballon, c'était comme s'il savait toujours où tu allais avant même que tu ne bouges. Puis un jour, tout a basculé. Un après-midi, Pep Guardiola, alors capitaine du Barça, est venu assister à un entraînement. On lui avait parlé d'un gamin qui jouait au milieu comme s'il savait ralentir le temps. Pep l'a observé quelques minutes sans rien dire, puis il s'est tourné vers son coach. Ce gamin, il va me pousser à la retraite. Il ne s'était pas trompé. Quelques années plus tard, quand Pep deviendra entraîneur du Barça, cette phrase prendra tout son sens. Mais à l'époque, c'était juste une remarque que personne n'a oubliée. Parce que la vérité, c'est que ce que Pep a vu ce jour-là l'a complètement bluffé. Ce gamin ne courait pas vite, ne criait pas, n'avait même pas l'air costaud. Mais le ballon lui obéissait. Iniesta ne gagnait pas ses matchs avec la force, mais avec une intelligence de jeu incroyable. À 15 ans, il jouait déjà avec une compréhension du jeu que même certains pros n'avaient pas. On aurait presque dit qu'il voyait les actions avant qu'elles se produisent. Le regarder, ce n'était pas pour les buts ou les passes décisives, c'était juste ressentir ce qu'est vraiment le football, le contrôle sans la brutalité. Peu de temps après, Iniesta a commencé à s'entraîner avec l'équipe première. Le Real Madrid, humilié d'avoir laissé passer un tel talent, a tout tenté pour réparer son erreur. Appel, offre, argent, promesses. Ils ont même envoyé Carlos Sainz, le champion du monde de rallye, pour convaincre son père. Mais la famille Iniesta a refusé. Ils avaient choisi le Barça. Et le destin les avait choisis en retour. Pourtant, rien n'a été facile. Son père le disait souvent. La timidité d'Andrés était à la fois son plus grand atout et son plus grand frein. Il n'était pas du genre à s'imposer, ni à réclamer sa place. Dans un monde qui récompense les égaux, lui incarnait l'humilité pure. Quand il a enfin intégré l'équipe première en 2002, il n'avait que 18 ans. Et pourtant, il jouait comme s'il avait toujours été là. Ses premières passes étaient parfaites. Son premier contrôle, magnifique. Mais malgré tout, il restait sur le banc. Il entrait quand un autre se blessait. Il changeait le match, puis disparaissait dans l'ombre. En 2005, il avait disputé plus de matchs que n'importe quel autre joueur du groupe. Mais la plupart comme remplaçant. C'était ce joueur qui faisait briller les stars sans jamais attirer la lumière. Xavi l'a dit plus tard. Si Iniesta avait eu un ego, on aurait tous eu un problème. Puis est venu Paris, 2006. Finale de la Ligue des Champions. Barcelone contre Arsenal. Xavi est blessé. Iniesta a porté le milieu de terrain toute la saison. Et pourtant, il commence sur le banc. Pendant 45 minutes, il regarde Arsenal réduit à 10 dominer le Barça. Alors, Samuel Eto'o s'avance vers l'entraîneur Frank Rijkaard et lui demande « Mais pourquoi Andrés n'est pas sur le terrain ?» Quelques minutes plus tard, Iniesta entre en jeu. Et à partir de là, tout change. Barcelone a recommencé à respirer. Il était partout sur le terrain, dictant le rythme, cassant les lignes, déstabilisant les défenseurs. En quelques minutes, Larsson a offert 2 passes décisives. Belletti a marqué le but de la victoire. Le Barça a soulevé la Ligue des Champions. Quand on a demandé à Thierry Henry ce qui avait mal tourné ce soir-là, il n'a pas hésité à répondre « Tout le monde se souvient de Larsson et de Belletti, mais celui qui nous a tués, c'est Iniesta. » Cette nuit-là aurait dû être celle où le monde entier ouvrait les yeux sur lui. Mais une fois la fête terminée, il est retourné dans l'ombre, toujours le même rôle discret, le même génie de l'ombre. Le joueur qui changeait les matchs sans jamais faire les gros titres. Il construisait sa légende dans le silence. Il ne le savait pas encore, mais ce silence, cette patience allait faire de lui un joueur immortel. En 2007, Andrés Iniesta était passé du jeune espoir formé à la Masia à une pièce indispensable du jeu du Barça. Frank Rijkaard l'adorait, mais ne savait jamais vraiment où le placer. Parfois ailier, parfois milieu, parfois simple solution de secours. Il jouait souvent trop loin de sa zone, là où il pouvait vraiment contrôler le tempo du match. Et pourtant, malgré tout, il ne disait rien. Il ne s'est jamais plaint. Il donnait tout quand on lui offrait la chance de jouer. Il livrait toujours un match parfait, semaine après semaine. Il était tout simplement trop fort. Et puis, en 2008, tout a changé. Pep Guardiola est arrivé au Camp Nou avec une idée très simple. Si on garde le ballon, ils ne peuvent pas nous faire mal. Et pour ça, il avait besoin de 2 joueurs capables de traiter le ballon comme de l'oxygène. Xavi et Iniesta. Quand on lui a demandé lequel des 2 il préférait, Pep a répondu sans hésiter, les 2. Jamais l'un sans l'autre. C'est là que tout a vraiment commencé. L'âge d'or du Barça. Et le moment où le gamin timide de Fuente Alvila a enfin trouvé sa place, pas en parlant, mais en jouant. Il ne marquait pas beaucoup. Il ne faisait pas de grands gestes après une passe décisive. Il restait discret, toujours. Mais quand on regardait bien, tout ce qui était beau dans le jeu du Barça passait par lui. Xavi dessinait le plan. Messi faisait la magie. Et Iniesta, lui, tenait tout ensemble. C'était le calme au milieu du génie et du chaos. Et pourtant, derrière ce calme,
quelque chose de plus sombre grandissait. Pendant l'Euro 2008, Iniesta a joué en souffrant, vraiment. Il avait des problèmes d'estomac si graves qu'il pouvait à peine manger. Et malgré ça, il a été élu dans l'équipe type du tournoi alors que l'Espagne mettait fin à 44 ans sans titre. Il a même été homme du match en demi-finale. Il était littéralement le cœur de cette équipe. Ça aurait dû être le plus beau moment de sa vie. Mais au lieu de ça, il s'est senti vide. Les années de pression, de solitude et de silence avaient fini par peser. À son retour à Barcelone, quelque chose s'était éteint. Il ne dormait plus, il ne riait plus, même ses coéquipiers qu'il aimait profondément ne comprenaient pas ce qui se passait. Il n'était pas blessé, il était complètement perdu. Plus tard, il a avoué « Je n'avais plus d'énergie, plus de joie, plus de raison. J'étais en train de me détruire de l'intérieur et je ne comprenais pas pourquoi. » Cette même année, quelque chose est arrivé. Quelque chose qui a brisé ce qu'il restait de sa force. Son ami proche, Dani Jarque, capitaine de l'Espagnol, est mort subitement d'une crise cardiaque pendant la pré-saison. Il avait seulement 26 ans. Iniesta était anéanti. Dans une interview, il a dit « C'est à ce moment-là que j'ai touché le fond. Et je n'arrivais même plus à faire semblant de sourire. » Les médecins ont parlé de dépression. Lui, il a parlé d'une tempête. Et pourtant, d'une manière étrange, le football, ce même jeu qu'il avait vidé, est devenu ce qui l'a sauvé. Il s'est accroché à l'entraînement, à la routine, à chaque petit progrès. Chaque passe est devenu une thérapie. Chaque match, un pas vers la guérison. Puis est venu Stamford Bridge, 2009. Barcelone était à quelques secondes de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Et soudain, un ballon perdu tombe entre les pieds de Messi qui fait une passe vers l'entrée de la surface. Iniesta n'a même pas pris le temps de contrôler le ballon, il a juste frappé, d'un geste pur, sans réfléchir. Le ballon est parti fort, a traversé l'air de Londres et a fini dans la lucarne. Pendant une seconde, tout le stade s'est tu, puis tout a explosé. Les joueurs, les supporters, même ceux qui n'aimaient pas le Barça savaient qu'ils venaient de voir quelque chose d'unique. Ce but n'a pas seulement qualifié Barcelone, il a aussi rallumé Iniesta. Il dira plus tard, quand j'ai frappé ce ballon, quelque chose en moi est revenu à la vie. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, une autre scène l'attendait, bien plus grande et bien plus lourde. Cette fois, ce n'était plus seulement une question de football. La Coupe du Monde arrivait. Et au fond de lui, Iniesta portait encore le souvenir de son ami Dani Jarque. Il ne le savait pas encore, mais il allait bientôt lui rendre l'hommage le plus fort qu'un footballeur puisse offrir. Le 11 juillet 2010, à Johannesburg, l'Espagne affronte les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde. Depuis le début du match, c'est la guerre. Les fautes s'accumulent, les crampons volent, les deux équipes se rendent coup pour coup. Ce n'est plus vraiment du football, c'est une bataille de nerfs et de muscles. L'Espagne, pourtant si brillante depuis 3 ans, semble au bord de la rupture. Les jambes sont lourdes, les passes se perdent et la peur commence à s'installer. Puis à la 116e minute, tout bascule. Le ballon rebondit dans la surface et arrive dans les pieds d'Iniesta. Il l'amortit du pied droit, avance d'un pas et frappe sans hésiter. Il a frappé fort, sans réfléchir, et le ballon a terminé au fond des filets, 1-0. Ce but n'a pas seulement offert à l'Espagne sa première Coupe du Monde, il a effacé des décennies de blessures et de défaites, comme si tout un pays respirait enfin. Mais quand les caméras se sont rapprochées, le monde a compris qu'il se passait quelque chose de plus fort. Iniesta a enlevé son maillot, en dessous un message écrit à la main. Dani Jarque, siempre con nosotros. Dani Jarque, toujours avec nous. À cet instant, tout le monde a compris. Ce n'était pas juste un but pour la victoire, c'était un but pour la paix, pour un ami, pour lui-même. Plus tard, une fois le stade vidé, Iniesta est resté seul dans le vestiaire. La Coupe du Monde posée à côté de lui, brillant sous les néons. Il ne l'a pas soulevée, il l'a simplement regardée et a murmuré « On l'a fait, Dani ». Ce soir-là, il n'est pas seulement devenu immortel, il s'est sauvé lui-même. Et pourtant, malgré tout ça, Iniesta n'a jamais changé. Pas une once d'arrogance, toujours la même discrétion, la même reconnaissance d'être là, d'avoir vécu tout ça. Quand l'Espagne est rentrée au pays, il est devenu un héros. Des statues, des fresques, des poèmes. Tout le pays célébrait son nom. Mais lui parlait toujours doucement, presque gêné, comme si tout cet amour le dépassait. 2 ans plus tard, à l'Euro 2012, il a refait la même chose, sans marquer cette fois, juste en contrôlant chaque match, chaque tempo, comme un chef d'orchestre au milieu du chaos. L'Espagne a écrasé l'Italie 4-0 en finale, bouclant un triplé historique Euro, Coupe du Monde, Euro. Iniesta a été élu joueur du tournoi, mais encore une fois, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, les récompenses, c'est pour les autres. Lui, il joue juste pour rendre les gens heureux. Et pourtant, il y a une ironie. Même à son prime, le Ballon d'Or lui a échappé. En 2010, il a fini 2e derrière Messi, malgré que son but soit l'un des plus grands buts de l'histoire du football. En 2012, 3e, encore derrière ses coéquipiers.
Xavi l'a résumé un jour d'une phrase devenue célèbre. Si Iniesta s'appelait Andressinho et jouait au Brésil, il aurait 2 ballons d'or. Mais Iniesta s'en fichait, parce qu'il avait trouvé quelque chose qu'aucun trophée ne pouvait mesurer. La paix. Le petit garçon de Fuente Albia, qui pleurait seul à la Masia, qui a combattu la dépression et la perte, et qui a tout gagné, avait enfin trouvé le bonheur. Pas dans les applaudissements, mais dans le sens de tout ce qu'il avait traversé. Il n'a jamais été le génie le plus bruyant du football, juste le plus pur. Iniesta, c'était un joueur à part. Il ne faisait pas de gestes inutiles, pas de dribble pour la galerie. Tout ce qu'il faisait avait un sens. Il jouait simple, mais jamais banal. Quand il recevait le ballon, le temps semblait ralentir. Il ne levait presque pas la tête, mais il savait déjà où tout le monde se trouvait. Ses coéquipiers, les adversaires, l'espace libre. Sa magie, c'était la fluidité. Il ne forçait rien, il glissait entre les lignes, disparaissait dans les petits espaces, ressortait du pressing comme s'il passait à travers les murs. Son contrôle orienté, c'était sa signature. Un petit mouvement d'épaule, une touche de balle, et le défenseur était déjà éliminé sans comprendre comment. Quand Iniesta avait le ballon, tout semblait simple, plus juste et plus beau. En 2018, la magie était toujours là. Le toucher de balle, le calme, la grâce. Mais le corps, lui, commençait à ralentir. Et même les plus belles histoires finissent par avoir une dernière page. Andrés Iniesta, l'homme qui avait offert 20 ans de magie au Barça, disputait son tout dernier match au Camp Nou, le 20 mai 2018. Le stade était plein, plus de 90 000 personnes, et l'ambiance était très émotive. Tout le monde le sentait. Ce n'était pas un match comme les autres, c'était un adieu. Vers la fin du match, il a été remplacé par Paco Alcácer à la 82e minute sous une ovation immense du Camp Nou. Après le coup de sifflet final, il n'y a pas eu de célébration exagérée, mais le stade tout entier s'est levé pour applaudir et puis scandant son nom pendant de longues minutes. Plusieurs supporters et joueurs pleuraient. À la fin, Iniesta est resté seul quelques instants au centre du terrain, en larmes, avant d'embrasser la pelouse. Un au revoir digne et silencieux, à l'image de sa carrière. Des larmes ont coulé sur les visages de ceux qui avaient crié son nom chaque semaine. Messi, immobile, regardait celui qui avait tant contribué à son ascension. Même les joueurs adverses ne bougeaient plus. Ce soir-là, Barcelone n'a pas perdu un joueur. Elle a perdu une part de son âme. Plus tard, Iniesta a expliqué simplement « Ce n'est pas mon cœur qui voulait partir, c'est mon corps qui me disait que c'était le moment ». Quelques mois plus tard, il a rangé ses crampons, pris l'avion pour le Japon et rejoint le Vissel Kobe. Loin de l'Europe, loin du bruit, dans un cadre plus tranquille. Un choix logique pour un homme qui avait toujours brillé dans le silence. Mais même là-bas, il a laissé son empreinte. Chaque match affiché complet. Les enfants venaient non pas pour les buts, mais pour le voir toucher le ballon. Regarder Iniesta, c'était comme voir le temps ralentir. Aujourd'hui encore, à la Masia, les jeunes montrent sa photo dans le couloir en disant « C'est lui que je veux devenir ». Dans un football souvent bruyant, Iniesta a fait du silence sa plus grande force. Et quand on lui a demandé comment il voulait qu'on se souvienne de lui, il n'a pas parlé de but, ni de trophée, ni même de Coupe du Monde. Il a juste dit « J'espère simplement qu'on se souviendra que je leur ai fait ressentir quelque chose. » Et ça, personne ne l'oubliera. L'histoire d'Iniesta, ce n'était pas celle d'un joueur bruyant ou extravagant. C'était celle d'un type simple, discret, qui n'avait pas besoin d'en faire des tonnes pour être grand. Il n'a jamais cherché la gloire. Il n'a jamais voulu être au centre de l'attention. Il a juste joué, avec du cœur, avec sincérité et toujours avec classe. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.